Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. À la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Alobaki, le peuple d'abord ». Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi ? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement, de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagné par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous.
C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. La Commission électorale nationale indépendante de la RDC a pris une part active aux travaux de la 4e Assemblée générale de l'Association mondiale des commissions électorales à Bangalore au sud de l'Inde. Elle était représentée au nom du patron de la centrale électorale par une délégation qu'avait conduite le rapporteur Jean-Pierre Kalamba Mulumba, qui avait à ses côtés le secrétaire exécutif national, Maître Ronsard Malonda. Au nombre de principales activités organisées dans ce que beaucoup considèrent comme la Silicon Valley de l'Inde, nous pouvons épeingler l'élection des nouveaux membres dans le comité exécutif d'ELAWeb, comprenez en anglais Association of World Election Bodies. C'est en guise de remplacement des pays qui avaient épuisé leur mandat. L'Afrique centrale, jusque-là non représentée dans cet organe moteur, devait proposer un pays. Et entre la RDC et le Cameroun, les différents animateurs des commissions électorales issues du continent africain ont porté leur choix après consensus à la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Kalamba Mulumba Ngalola a réagi à chaud pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit des commissions électorales sœurs venant de tous les continents. La RDC a été retenue pour accompagner aussi la Somalie. C'est dont nous remercions les participants à cette réunion. Nous n'avons pas beaucoup à dire, sauf que nous pensons en matière de constitution des fichiers électoraux, en matière de la nouvelle technologie dont nous sommes bénéficiaires avec l'appui de la REV, nous lançons un défi de partager cette expérience avec nos frères de l'Afrique centrale. Il y a tant d'autres défis. Nous vous disons merci et courage. Soutenez-nous comme nouveaux venus au sein du Conseil exécutif. Des assises de Bangalore, nous pouvons retenir l'élection d'un nouveau président, l'Indien Sunil Arora, d'un nouveau vice-président, le Sud-Africain Glenn Mashinini, et de la nomination d'un nouveau secrétaire général, le Sud-Coréen Chung Jun-choi. L'Afrique du Sud s'apprête à accueillir en 2021 la 5e Assemblée générale de l'Association mondiale des commissions électorales. En ce jour où le monde entier célèbre la journée internationale de l'alphabétisation, sous le thème « L'alphabétisation et le multilinguisme », permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les Congolais, aux acteurs du secteur de l'éducation en général, à ceux du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en particulier. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays membres de l'UNESCO aussi, se joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et ses effets pervers. Pour rappel, le 8 septembre a été déclarée Journée internationale de l'alphabétisation par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 14e session le 26 octobre 1966. Chaque année, depuis 1967, la Journée internationale de l'alphabétisation donne lieu à des célébrations dans le monde entier pour rappeler à tous l'importance de l'alphabétisation qui relève de la dignité et des droits humains et progresser vers une société plus alphabète et plus durable. Malgré les progrès réalisés, des problèmes d'alphabétisation persistent et les exigences en termes de compétences requises pour le travail évoluent rapidement. Par cette commémoration, notre pays répond ainsi à ses engagements de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ces fléaux qu'est l'analphabétisme.
2 décès sur 3 liés au cancer de foie dans le monde sont occasionnés par le virus de l'hépatite B et C. Globalement, 90% des personnes atteintes de l'hépatite B et 80% de l'hépatite C ignorent la maladie. Par conséquent, elles développent une hépatite mortelle et peuvent transmettre l'infection à d'autres inconsciemment. Pour relever ces défis, une journée de sensibilisation et de dépistage de l'hépatite B et C a été organisée à Kinshasa à l'intention des différentes entreprises de la place en collaboration avec le ministère de la Santé publique. C'était au cours d'une marche de santé autour du thème « Jusqu'au bout, jusqu'au fond, je m'informe ». Tout a commencé par la gare centrale en passant par le boulevard du 30 juin et puis l'avenue 24 novembre avec comme point de chute l'école pilote de santé située sur le boulevard Triomphal. À cet effet, le coordonnateur du projet d'éradication des hépatites virales, Dr Pascal Chamala, explique les avantages du dépistage de cette maladie. C'est que nous voudrions qu'on ait 1 296 000 personnes testées dans la ville-province de Kinshasa. Ça va constituer un échantillon qui va nous permettre de mieux connaître le visage des hépatites au Congo et ainsi nous pouvons extrapoler et progressivement avancer dans toutes les provinces, essayer d'attirer l'attention de tout le monde, de la population, pour qu'ils sachent que les hépatites, très mal connues dans notre pays, constituent une menace vraiment très grave. L'objectif poursuivi est d'atteindre plus d'1 250 000 personnes dépistées. D'où une sensibilisation accrue sur la prise de conscience des uns et des autres pour l'éradication de l'hépatite virale B et C d'ici 2030. Le lundi 3 septembre 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. La mission de la MONUSCO en RDC, la situation dans l'est du pays en proie à des guerres à répétition menées par des groupes armés internes et étrangers ont été examinés au cours de la rencontre. En substance, il ressort notamment de cette entrevue que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action en matière de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU venait de l'Est de la RDC, où la MONUSCO est appelée à mener aux côtés des FARDC des opérations en vue d'éradiquer des groupes armés qui sèment la terreur au sein de la population. Pour la deuxième fois après son avènement à la magistrature suprême, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite éclair au camp Tchatchi en pleine métamorphose. 5 mois après son dernier passage, ces sites militaires enregistrent des grands travaux de construction des infrastructures de base au bénéfice des hommes en uniforme. Aussitôt arrivé, le chef de l'État est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de référence du camp Tchatchi. L'état des lieux de ces sites, lors de la première visite, laissait à désirer. Le président de la République y avait déploré la vétusté et la dégradation très avancée de l'ancienne formation médicale, a décidé qu'il soit construit au camp un hôpital moderne pour administrer des soins de santé dans des conditions décentes aux éléments de la garde républicaine et à leurs enfants. L'hôpital de référence du camp Tchatchi, dont les travaux s'achèvent dans les tout prochains mois, disposera notamment d'un bloc opératoire, de l'imagerie, des pavillons de pédiatrie, des chirurgies, des médecines spécialisées, de dialyse et d'une morgue. 5 mois après la dernière visite du président de la République au camp Tchatchi, une école primaire et secondaire moderne vient de jaillir du sol avec ses salles de classe spacieuses, des bureaux bien équipés du préfet, des directeurs et des professeurs. Ces installations sanitaires, les complexes scolaires du camp Tchatchi, rayonnant, accueillent ces écoliers de l'année scolaire 2019-2020. L'Institut Mokengeli rénové est une de grandes réalisations du programme d'urgence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4 mois ont suffi pour la rénovation des fonds en comble de ces complexes scolaires qui permet à ces écoliers une rentrée de classe dans de meilleures conditions. Le président de la République a inauguré les nouvelles infrastructures de cet institut dans la commune de Lemba. À Mokengeli, 6 bâtiments ont été construits et 3 autres anciens ont pris leur cure de jouvence. Patrimoine de l'église presbytérienne de Kinshasa, l'Institut Mokengeli vient de faire peau neuve grâce au programme d'urgence du chef de l'État
60 ans après la construction de ces bâtiments, cette école vient d'être dotée des installations entièrement rafraîchies avec de nouveaux pupitres, des salles de classe spacieuses, aérées, des latrines et des espaces bien aménagés. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, ce mardi 3 septembre 2019 au collège des hautes études de stratégie et de défense. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu présider la grande cérémonie de fin de formation de la deuxième promotion de l'École supérieure d'administration militaire, de la deuxième session spéciale et de la quatrième session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Il s'est agi de la clôture de l'année académique dans cette institution de formation militaire, visant notamment l'autonomie des stratégies en matière de défense et l'accompagnement de la réforme de l'armée nationale. Le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, a en substance réitéré l'engagement de tous les éléments des FARDC de demeurer une armée républicaine loyale au commandant suprême, œuvrant pour la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Le président de la République a remis personnellement des diplômes et brevets aux heureux lauréats avant de déclarer officiellement la clôture de l'année académique au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé l'ouverture de l'atelier de validation du plan numérique national à Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Dans son allocution, le président de la République a annoncé le lancement de la campagne d'identification de tous les citoyens congolais en vue de doter la RDC d'un registre national de la population d'ici l'an 2020. Le président de la République a aussi annoncé la création des cadres institutionnels de prise en charge du développement numérique au niveau provincial en vue d'assurer le prolongement de l'action dans la RDC profonde. Il a ainsi invité les gouverneurs de province à mettre en place des structures y afférentes selon les instructions qu'il donnera à la prochaine conférence des gouverneurs des provinces. Balai diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Une forte délégation allemande conduite par le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a eu des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En toile de fond, le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Le ministre allemand a réaffirmé l'engagement dans l'action humanitaire de son pays qui contribue à hauteur de 60 millions d'euros en RDC. Il a aussi annoncé l'octroi d'une enveloppe de 7 millions d'euros supplémentaires. Les échanges ont en outre tourné autour du raffermissement des relations politiques en général et des perspectives du retour de l'Allemagne à RDC avec l'arrivée des investisseurs et hommes d'affaires allemands. Par ailleurs, des questions liées au renforcement de relations bilatérales et des coopérations entre le Canada et la RDC, deux pays francophones, étaient au menu de l'entrevue du chef de l'État avec l'ambassadeur canadien à RDC, Nicolas Smard. La situation politique au pays, celle dans l'est de la RDC, ainsi que la récente visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, étaient au centre de leur entretien. Le diplomate canadien s'est réjoui de la grande attention actuelle de la communauté internationale sur la RDC. Le renforcement des relations internationales est bénéfique pour la population congolaise, a souligné l'ambassadeur canadien. Invité du forum des Sultani Makutano, Madame Ellen Johnson, présidente honoraire du Libéria, est allée exprimer son soutien et celui des leaders participant à cette rencontre au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son action au bénéfice des Congolais. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait profiter de sa visite à Kinshasa pour rencontrer tous les autres leaders, surtout féminins, dans le cadre des échanges pour le bien-être de l'Afrique. Monseigneur Fridolin Ambongo sera créé cardinal sur décision du Saint-Siège. Il est allé à la Cité de l'Union africaine annoncer officiellement la nouvelle au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et s'enquérir des dispositions relatives à la représentation de la RDC à cet événement qui aura lieu le 5 octobre prochain à Rome, en Italie. C'est une marque de considération pour la République démocratique du Congo, a souligné l'archevêque de Kinshasa. Pour le futur cardinal, il sera très heureux de voir le chef de l'État effectuer le déplacement de Rome en vue d'assister à cette cérémonie qui nécessite une haute représentation du pays. Le président du Niger, Mamadou Youssoufou, vient d'effectuer une visite
de travail à Kinshasa. Il a été reçu au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens fructueux sur des questions africaines et des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Niamey. Ils ont échangé notamment sur le libre-échange intéressant la RDC et le Niger. Président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Youssoufou a participé avec son homologue Tshisekedi Tshilombo à la 5e édition du forum Sultani Makutano, auquel plusieurs personnalités du monde politique et économique ont été conviées. Le président nigérien a quitté Kinshasa samedi dans la matinée à destination de Niamey. La semaine qui s'achève a été riche en actualités. Lundi 2 septembre, la rentrée scolaire 2019-2020 a été effective sur toute l'étendue de la République. Les élèves ont repris le chemin de l'école après 2 mois de vacances. Cette année scolaire a connu de réformes importantes marquées par la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles publiques. À cette occasion, une compatriote de la diaspora congolaise, Madame Émilie Ngoyi Muzungu, a posé un geste de générosité à travers la remise des fournitures scolaires aux parents à faible revenu habitant la commune de Barumbu. C'est le mardi 3 septembre que le Premier ministre Ilunga Kamba a présenté les programmes de son gouvernement devant la représentation nationale au Parlement. Un programme ambitieux axé essentiellement sur 15 piliers qui prend en compte l'amélioration des conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État. La défense, la sécurité et les infrastructures sont aussi parmi les priorités du chef du gouvernement. Au Kasai Chikapa, un drame s'est produit faisant état des morts et des blessés graves. Informés, les autorités provinciales ont vite réagi face à cette situation et ont confirmé la prise en charge des blessés et l'organisation des obsèques de la victime morte sur les champs lors de cet éboulement. Mercredi 4 septembre, suite aux actes de barbarie commis en Afrique du Sud à l'endroit des étrangers causant mort d'hommes, parmi eux des citoyens congolais, la RDC entend mener une démarche diplomatique. Le secrétaire général aux affaires étrangères a reçu les diplomates sud-africains à Kinshasa. Ces derniers a donné les fermes assurances au gouvernement congolais. Je cite, « La police sud-africaine est à pied d'œuvre pour rétablir l'ordre ». Fin de citation. Jeudi 5 septembre intervient la clôture de l'atelier sur la validation du plan national du numérique. Déjà de plein pied, la République démocratique du Congo veut se doter d'un cadre légal avec ses plans pour se transformer à hub numérique sous-régional à l'horizon 2025, avec l'ambition de créer une agence de développement du numérique qui aura comme mission de promouvoir les technologies de l'information et de la communication à l'image du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dans la sphère médiatique. Les regroupements des étudiants congolais a une nouvelle équipe dirigeante présidée désormais par Priska Maniala. Ce comité a été investi cette semaine qui s'achève et immédiatement après leur présentation à la présidence de la République. Ce comité entend valoriser les étudiants congolais, viabiliser les universités, mener des démarches pour la construction d'autres alma mater. Après avoir présenté son programme du gouvernement, le Premier ministre Ilunga Kamba et les membres de son gouvernement sont revenus vendredi 6 septembre à l'hémicycle du Palais du Peuple 2 jours après pour répondre aux différentes préoccupations des députés en rapport avec son programme d'action présenté devant cette auguste assemblée. 375 députés nationaux ont adopté ces programmes bien détaillés sur les 379 présents à la plénière. Le nouveau locataire de la primature a exprimé son ambition ultime de faire renaître dans les cœurs des Congolais une nouvelle conscience et une nouvelle espérance tout en reconnaissant que son programme n'est pas parfait. Ainsi est intervenue la cérémonie d'investiture du gouvernement. Ilunga Kamba peut se mettre au travail pour exécuter les 10 programmes. Le samedi 7 septembre, les choses se sont accélérées à la primature. Ilunga Kamba a pris possession de ses bureaux situés sur l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe à côté du Palais de la Nation. Bouclons cette synthèse avec cette victoire de la République démocratique du Congo au concours mondial de l'improvisation théâtrale francophone. La RDC a remporté haut la main la Coupe du monde d'improvisation théâtrale face à l'équipe d'Algérie et d'autres pays de l'espace francophone. À la veille de l'ouverture de la session parlementaire consacrée à l'élaboration du budget pour l'exercice 2020, des questions émergent sur de nouvelles opportunités pour accroître des recettes de l'État. Et pour cause,
Le lancement du programme des 100 premiers jours du chef de l'État a démontré que la République démocratique du Congo a davantage besoin de ressources financières pour faire face aux urgences de développement. Le social du Congolais, représenté par l'éducation, notamment la gratuité au niveau élémentaire, l'accès aux soins de santé pour tous, une bonne alimentation, les infrastructures et bien d'autres, impose une nouvelle perspective fiscale. En matière d'impôts, il y a ce que nous appelons les impôts nets. Ce sont les impôts qui échappent dans une large mesure à la pression fiscale. C'est notamment le cas des impôts réels. Et là, nous sommes dans le contexte de l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties. Donc ça, c'est de la matière qu'on peut exploiter à tout moment. Lorsque vous regardez la superficie de notre pays, c'est du gisement fiscal à exploiter. Et il suffit de mettre à contribution, d'une part, les services des cadastres et d'autre part, les services des affaires foncières pour optimaliser le recouvrement dans ces secteurs-là. Et je vous dis, lorsque vous regardez la superficie de notre État, il est possible d'aller jusqu'à 20 milliards de dollars. Ça, c'est de 1. Nous sommes maintenant en train de parler de la fiscalité hydrique. Vous savez que nous sommes obligés maintenant à exporter notre eau douce. Et alors, ça c'est de la matière qu'on doit exploiter. Notre démographie, c'est un atout fiscal. Si au moins chacun des membres de notre population pouvait donner à l'État congolais 8 dollars par mois, et vous verrez que lorsque vous prenez 70 millions fois 100, je pense que vous pouvez avoir les chiffres. Et ça couvre déjà les budgets actuels. Le potentiel fiscal est certes énorme, mais la question de l'homme est cruciale. La réforme des régies financières s'impose pour faire face aux nouveaux défis. Aujourd'hui, je pense qu'on doit d'abord chercher à s'interroger et se réinterroger sur la moralité des agents du fisc. De manière, je ne dis pas qu'il faut les révoquer tous, mais ceux qui ne s'adaptent pas à la culture de l'intérêt général, je pense qu'il faut les remettre dans les administrations où ils seront de moins en moins dangereux pour l'État. Donc, j'étais en train de le dire, que les régies financières, l'inspection générale des finances, dans tous les États normaux, font partie de ce qu'on appelle les corps protégés. On doit d'abord chercher à assainir, pas en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs. Il faut assainir les régies financières, il faut leur donner suffisamment de moyens, il faut baisser les taux de nos impôts, et cela va créer l'élargissement de notre assiette. La mobilisation des recettes du trésor public passe à la fois par la sensibilisation des contribuables, mais aussi et surtout par la meilleure stratégie de lutte contre la corruption. La nation tout entière a salué avec joie l'investiture du premier gouvernement de la coalition FCC Cash, dirigé par un homme d'expérience, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Parmi les 66 membres du gouvernement, 3 viennent de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, regroupement politique, membres du Front commun pour le Congo. À peine l'investiture terminée, la résidence de la ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, Néné Ilunga Nkulu, a été envahie. En première ligne, ses parents qui sont venus de Lubumbashi pour rendre hommage à leur fille. Néné Ilunga Nkulu, femme de caractère, simple mais forte, déterminée dans la douceur de sa forte personnalité pour donner le meilleur d'elle-même dans le gouvernement Ilukamba. Dans la soirée de ce vendredi 6 septembre 2019, 3 membres du gouvernement ont été fêtés par le sien. Steve Mbikaï, Didier Okito et l'honorable Néné Ilunga Nkulu. Au restaurant Inzia, toute la crème intellectuelle du pays est présente. Les secrétaires fédéraux venus de toutes les provinces du pays sont tous présents pour dire merci à l'autorité morale du Front commun, Joseph Kabila Kabange. Une belle rencontre qui a constitué une occasion pour définir davantage l'entente au sein de ce parti de là-haut. Le rapporteur de ces regroupements est revenu sur l'essence de ce combat. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de présenter et d'exprimer nos sincères gratitudes à l'endroit du sénateur à vie, l'autorité morale de notre grande famille politique, le camarade Joseph Kabila Kabange,
pour avoir aligné ces 3 valeureux cadres de la FDCA sous la liste des ministres du FCC. C'est au rythme de folklore traditionnel que les convives de la ministre d'État, du ministre Steve Mbika et Didier Okito ont découvert la richesse de la RDC à travers sa culture. Pour Néné Ilunga Nkoulou, la page de l'incertitude est passée, l'heure est au travail, message clé adressé aux élus FDCA lors d'une autre rencontre en son honneur. Quelques jours seulement après l'investiture du gouvernement de la République à la Chambre basse du Parlement, le nouveau vice-ministre du Plan, Freddy Kita, a communié avec les salutistes, qu'il a toujours fréquentés avant d'entrer en fonction. Un culte d'action des grâces en présence du représentant légal de cette confession religieuse, le colonel Lucien Martigny. C'est uniquement la reconnaissance avec son Créateur, qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible dit... Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Je suis là pour rendre gloire à ce grand Dieu qui m'a fait encore grâce d'être reconduit comme membre du gouvernement, Ilou Kamba. Je profite aussi de cette occasion pour remercier du fond de mon cœur le Premier ministre sortant Bruno Chibalanzenze, qui n'a pas eu une tâche facile en organisant les élections attendues par nous tous. Et je remercie aussi le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a porter son choix sur ma modeste personne. Je profite aussi pour remercier l'autorité au Mara du FCC, Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, qui a fait aussi un choix sur moi. Et je remercie toutes celles et ceux qui y ont participé à ce que je puisse être reconduit. Colonne de feu au-dessus de la tête du nouveau vice-ministre. La communauté des salutistes promet un accompagnement spirituel. 22 ans après la disparition du maréchal Mobutu Sese Seko, une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire ce samedi 7 septembre 2019 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était une occasion pour ses adeptes et autres membres du mouvement populaire de la Révolution, le parti cher au maréchal, de se souvenir de celui qui fut le président de la République du Zaïre. Personne ne peut ignorer que Maréchal Mobutu a amené l'unité nationale. Si aujourd'hui, ce pays tel que nous sommes là, nous nous souvenons toujours de lui parce qu'il nous a amené l'unité nationale. Vous connaissez à l'époque du Maréchal Mobutu, et on ne savait pas que tel était Kassaïen, tel était de la province orientale, tel était du Bas-Congo. Les principes de vie qu'il défendait, notamment l'unité nationale, n'a jamais été mis en cause. Rappelez-vous que nous avons eu des rébellions dans ce pays avant d'aller à Sainte City. Et aucun rebelle ne s'était prononcé que la partie où il est, c'est devenu un État indépendant. Ils ont fait les rébellions et lorsque nous nous sommes décidés d'aller à Sainte City pour réunifier le pays, pour la réconciliation nationale, tout c'était au rendez-vous. Nous voudrions retenir du président Mobutu ces valeurs-là. L'amour de la patrie, l'unité, la paix, la défense de l'intégrité du territoire. Nous voudrons qu'il y ait davantage de la réconciliation. Parce qu'au-delà des pères fondateurs de l'indépendance et de ceux comme le président Mobutu qui les ont succédés immédiatement, il y a différents héritages. Il faut que ces héritages se réconcilient pour que ce pays, comme par le passé, soit un pays uni, prospère, fort.